Bonjour à tous et bienvenue sur le Modcast, le podcast des apéros motion design. Notre objectif est de faire rayonner le motion design et les métiers qui s'y rattachent dans une ambiance de rencontre et d'échange. Rencontrer des créatifs, découvrir leur parcours et leur quotidien, ça vous dit ? Dans ce nouvel épisode, je discute avec Aurélien Janet, illustrateur, designer graphique et motion designer. On parle entre autres de Maison Tangible, la galerie boutique dont il est le fondateur, et de son livre interactif Les voyages extraordinaires d'Axel. Sans plus attendre, je vous laisse suivre ma discussion avec lui. Bonne écoute! Salut Aurélien, comment ça va? Écoute, ça va très bien, et toi? Très bien, merci. Comment tu vis ce deuxième confinement là? C'est pas trop chiant? Là, on sort d'une période un peu compliquée à la galerie, parce qu'on a, avec beaucoup de chance, eu pas mal de commandes en ligne, donc on a passé presque 3 semaines à ne faire quasiment que ça de la journée. Ah yes. Ouais, donc on sort d'une période très intense. Le deuxième confinement est encore plus intense que le premier, mais du coup c'est pour des choses très positives, donc c'est cool. Ouais, carrément. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton taf actuel, globalement, ce que tu fais? Pour résumer de manière assez simple, dans la vie, j'ai 2 casquettes principales. D'un côté, je suis freelance en tant que illustrateur, DA et un peu motion. Mm-hmm. Et d'un autre côté, je suis aussi éditeur et je suis à la tête d'un petit lieu à Paris qui s'appelle Maison Tangible, qui est une galerie d'illustration, enfin dédiée à l'illustration et à l'image contemporaine, où j'accueille des expositions dans laquelle on présente pas mal de prints, de cartes, d'objets graphiques en tout genre. Ok. Donc ça, c'est pour la version simple et courte. Et tu t'as fait quel parcours scolaire, universitaire pour en arriver là? C'est un parcours un peu sur le tard, mais j'ai intégré une petite école d'art, les Beaux-Arts à Besançon. Ok. Que j'ai fait pendant 5 ans et où j'ai pu être accompagné par des profs qui étaient vraiment super cool et qui m'ont donné le goût de faire plein de choses. Je me destinais au tout départ, à la sortie de l'école et déjà pendant l'école, à plutôt évoluer dans le milieu du cinéma. Ah ok. Ouais, en fait je faisais pas mal de films en stop motion à l'époque. J'ai travaillé sur des tournages, des petits et des grands tournages qui se passaient dans la région, donc ça c'était plutôt cool. Mais à la sortie de l'école, j'ai essayé de voir un peu autre chose, savoir s'il y avait pas aussi des portes à ouvrir ailleurs. Et du coup, je suis parti un petit peu en stage à Bruxelles d'abord, après j'ai travaillé à Lyon, et après j'ai un peu tout quitté pour partir au Canada, à Montréal. Ok. Et c'est au Canada justement que j'ai appris à manipuler l'image animée. Et parce que je connaissais absolument pas du tout le motion avant mon arrivée à Montréal. Enfin, je connaissais, mais j'avais jamais. T'avais pas pratiqué? C'est ça. Ouais. Je ne pratiquais After Effects que pour faire du détourage sur fond vert quand je faisais du stop motion. Ok. Mais le compositing et tout ça, je ne connaissais pas du tout. Et puis voilà, du coup, en rentrant du Canada il y a quelques années, j'avais un peu toutes ces cordes à mon arc de pouvoir faire de la DA sur des projets, donc d'être capable de travailler avec des différents protagonistes, avec des photographes, avec des typographes, avec d'autres illustrateurs, d'autres graphistes, de pouvoir chapeauter des projets de motion justement, parce que comme j'en étais moi au balbutiement de ce que je savais faire en motion, quand j'avais besoin, je faisais plutôt appel à des gens dont c'était vraiment le métier. Et puis voilà, du coup, au fur et à mesure, ça m'a permis de naviguer entre plein de projets, que ce soit faire des illustrations pour de la presse, mais faire du motion pour des clients institutionnels, faire de la DA et du branding pour des marques privées. Il y a plein de profils différents de clients avec qui je bosse. Plein d'applications, ouais. Ouais, c'est ça. Ok, et tout ça c'était déjà en freelance? Ou quand tu étais au Canada et tout ça? Ouais, en fait j'ai toujours travaillé en freelance. C'est-à-dire quand je suis sorti de l'école, comme j'avais pas mal taffé à côté de l'école dans des petits jobs alimentaires, j'ai eu la chance d'avoir un petit peu de chômage. Donc j'ai pu me lancer pendant ma première année à la sortie de l'école à faire tout ce qu'on fait quand on démarre le freelance, plein de projets gratos, plein de projets de portfolio, des trucs pas payés, mal payés. Yes. Et puis du coup après
Quand je suis revenu à Paris, j'ai essayé de me dire est-ce que c'est pas le moment de retenter l'aventure en agence. Et je pense qu'une fois qu'on a goûté au plaisir de travailler pour son compte, c'est un peu compliqué de revenir à travailler en agence, quoi. Ouais, il y a ce sentiment de liberté un peu Ouais. qui est hyper plaisant, quoi, j'imagine. Ouais. Ouais, et puis même s'il y a toutes les galères que tous les freelances connaissent de se faire payer, de faire des saisons où il n'y a pas de contrat qui rentre, enfin toutes ces angoisses-là, en tout cas pour moi, elles valent pas le coup De de tout retourner. quitter Ouais. pour retourner en agence. Ouais. Ok. En fait, je crois que je m'ennuierais assez vite en agence à faire trop souvent les mêmes choses. Ouais, j'imagine. Et du coup, depuis le début, enfin, tu me disais que tu faisais du stop motion déjà très tôt. Donc, tu étais déjà un petit peu dans l'animation assez tôt, quoi. Ouais, après, c'était que des projets qui n'ont jamais eu de portée commerciale. Enfin, pas de. J'ai jamais fait du stop mo pour des clients. C'était Ok, juste pour des projets d'école. d'accord. Mais par contre, à la sortie de l'école, c'était le tout début de. Je vais passer pour un vieux, mais c'était le tout début des appareils photo qui faisaient la vidéo. Et du coup, je faisais pas mal de micro-documentaires et de captas de concerts, de festivals, de choses comme ça. Ok. Donc j'avais quand même un pied dans le montage et un pied dans l'image animée, même si c'était du live action, que c'était pas de l'animation, Ouais. mais en tout cas, l'image en mouvement m'a quand même pas mal toujours attiré, le montage, le fait de monter une musique avec de la vidéo, de synchroniser tout ça, c'est un truc qui m'intéresse. Le rythme m'intéressait beaucoup dès la sortie de l'école, quoi. Ok. Pour toi, c'est important de continuer à toucher un petit peu à tout avec l'illustration, du branding, tu me disais, un petit peu comme Gweno, le dernier invité qu'on avait, quoi. Ouais, bah ouais, je pense que sur ce point-là, on se ressemble un petit peu avec l'ami Gueno parce que il y a un truc de très vite s'ennuyer, Hmm. mais pas dans le sens péjoratif du terme, c'est-à-dire que j'ai besoin de me challenger sur des nouveaux projets ou sur des nouvelles choses. Si je fais, on va en parler tout à l'heure, mais par exemple, le projet de livre que j'ai fait, c'était des grosses périodes où je ne faisais que de l'écriture ou que de l'illustration ou que de l'animation. Mhm. Au bout d'un moment, j'en avais marre, je voulais vraiment faire complètement autre chose que ce truc-là, donc Ouais, ok. j'ai un respect énorme pour les artistes qui font que de la typographie ou que du motion ou que de Ah oui. l'illu et qui arrivent à se maintenir là-dedans. Moi, je suis complètement incapable, quoi. J'ai vu tout à l'heure, j'ai regardé du coup le Meet the Talent que t'avais fait l'année dernière, il me semble. Ouais. Tu parlais un tout petit peu de... Enfin, tu me dis si ça te dérange d'aborder ce sujet ou pas, mais tu parlais de tes troubles de l'attention et de l'hyperactivité. Ah non, ça me dérange pas du tout d'en parler. C'est même une des particularités de. Je pense que c'est pour ça que je fais autant de choses différentes. Ouais, justement, ouais. C'est que du coup, j'ai été diagnostiqué il y a une dizaine d'années sur ce truc-là, qui est pas une pathologie grave, hein, en soi. C'est juste que au quotidien, c'est un peu usant et il faut savoir se l'approprier. Et du coup, ouais, l'appellation française, c'est les troubles de déficit de l'attention et de l'hyperactivité. Ah, Et yes, voilà. les Anglais ont un nom un peu plus cool, ça s'appelle le ADHD. Pas mal de gens qui écrivent là-dessus. Et c'est juste que mon cerveau est techniquement pas fait pour se concentrer plus de 15-20 minutes sur une seule tâche. C'est quasiment impossible. Et dans toutes les tâches du quotidien, hein, c'est même pas que dans les tâches créatives ou quoi, hein, mais du coup, j'ai mis du temps à comprendre ce problème-là, et quand ça a été diagnostiqué, j'ai pu travailler dessus et j'ai pu développer des techniques pour me l'approprier et puis du coup en faire une force. Là, je l'utilise moins ces derniers temps parce que le rythme s'est un peu fait de manière naturelle, mais pendant longtemps, j'utilisais la technique Pomodoro, qui est un principe de séquençage de journée en petites phases de 25-30 minutes qui te permettent de Ok. faire une tâche, faire une petite pause, faire une autre tâche, revenir à la tâche d'avant, enfin, D'accord. et jongler un peu entre tout ça. Et pour les gens qui ont pas du tout de problème de concentration, ça paraît surréaliste de dire je vais papillonner d'une tâche à l'autre. Mais en fait, quand tu retournes le problème et que en fait, t'es obligé de passer par là. Ça aide, quoi, à canaliser tout ça. Exactement, ouais. Ok. Mais en soi, ouais, encore une fois, c'est pas un truc neurologique, mais je sais plus comment c'est qualifié, mais en tout cas, c'est pas une pathologie qui est grave. Oui, voilà, bien sûr. Oui. c'est pas des gros problèmes de santé, c'est juste un peu contraignant et un peu relou. Ok. Mais en tout cas, c'est cool de pouvoir.
j'ai fait pas mal de sophrologie et ça m'a aidé à canaliser ce truc-là puis à retourner le problème pour en faire un atout après dans mon taf, quoi. Ouais, ok. Il y avait Graph R sur Insta qui nous demandait du coup comment tu fais pour gérer au quotidien une asso, une galerie, un shop et ton quotidien de famille, de freelance. C'est compliqué. En vrai, je fais pas des journées enfin, je fais des grosses journées, mais pas. Je travaille pas tard le soir, je travaille pas le week-end. J'essaie vraiment de me forcer à couper complètement. Mais quand je suis à la galerie, enfin au bureau, je suis hyper focus sur ce que je suis en train de faire. C'est des journées qui sont intenses dans le déroulé. Ok. C'est-à-dire que je vais pas papillonner 3 heures à lire des choses sur le net pendant ma journée. Je prends pas du tout le temps de faire ça. Mhm. Mais après c'est un rythme qui a été long à prendre parce que il y a eu plusieurs phases. Il y a eu des phases où j'ai donné beaucoup d'énergie pour la galerie. Après, je me suis rendu compte que le freelance, il fallait que je remette un petit peu la vapeur de ce côté-là. Donc, il y a eu des phases où la galerie, j'ai un peu délaissé, j'ai repris le freelance. Enfin, D'accord, ok. et maintenant, ça se synthétise plus pour faire simple, c'est quasiment le matin, je m'occupe du freelance. De 8 à 13, je m'occupe de tous mes tafs de freelance. Ok. Et de 14 à 19, je m'occupe de la galerie, de préparer les commandes, de faire les envois, d'accueillir les gens ici. D'accord. Et ça se régule à peu près naturellement. Ça s'égalise, ouais, comme ça. Ouais. Même si, comme je te disais, là, tu vois, je viens de passer avec le lancement du bouquin et le deuxième confinement. J'ai passé énormément de temps à faire de la prépa de commandes, à aller à la poste, à checker, à faire les inventaires, répondre aux mails et tout ça. Et ça prend un temps fou, Ça quoi. prend un temps fou, ouais, j'imagine. Mais non, après c'est cool parce que c'est un lieu qui est pas forcément, c'est pas vraiment une boutique parce que mis à part là en période de fête, on n'est pas ouvert le week-end. Mhm, ouais. C'est pas vraiment un bureau parce qu'on accueille des gens. Enfin, c'est un peu Un entre-deux, lieu. quoi. Ouais, c'est ça. C'est un lieu un peu. J'ai mon collègue Pierre à côté qui est illustrateur, avec qui on peut partager sur le taf. J'ai un autre illustrateur qui va arriver en janvier Ok, dans la cool. galerie. Enfin, ça permet d'avoir un lieu créatif où il y a une énergie à l'intérieur qui est cool. On voit des gens, il y a des projets qui passent, il y a des images partout. Il y a cette émulsion qui est présente, quoi. Ouais, exactement. Ouais. Puis il y a des images, il y a de la couleur partout, donc ça c'est cool. C'est clair. Et d'ailleurs, d'où vient le nom Maison Tangible? Moi, j'aime bien avoir les petites histoires derrière les noms comme ça. Alors la vraie histoire, c'est que le projet est né. On était deux au départ, avec un ami, Mathieu Blondeau, qui a finalement quitté le navire après parce qu'il a eu la bonne idée de partir vivre en Allemagne et de se marier et faire des enfants là-bas. Donc c'était un peu plus compliqué de gérer le projet à distance. Mais quand on a monté le projet à deux, on avait un premier nom de travail qu'on a finalement abandonné parce qu'on s'est rendu compte il y avait d'autres entités qui utilisaient une partie de ce nom-là, donc on a décidé de l'abandonner. Okay. Et c'est hyper cliché, mais en gros, c'est une soirée à se creuser la tête en buvant des bières, à essayer d'aller à l'essence même du projet, de ce qu'on voulait faire, pour trouver un adjectif, un mot fort pour caractériser tout ce qu'on allait amener derrière. Et le mot tangible s'est assez vite imposé parce qu'il y avait l'idée moi c'était l'époque où je commençais un petit peu à travailler avec la réalité augmentée. C'était l'idée de faire une transversalité entre plusieurs médiums. Ouais, d'accord. Faire des ponts entre le papier et le digital, faire des ponts entre des illustrateurs et des illustratrices qui sont habitués à faire soit des bouquins jeunesse, soit des livres, et puis les amener vers d'autres choses, faire des affiches ou faire de l'objet graphique, faire des choses comme ça. C'était vraiment l'idée de pouvoir toucher un objet en finalité de projet. Okay. Et puis du coup de le regrouper sous une maison, parce qu'il y avait l'idée aussi de faire une récréation un peu pour les auteurs et les autrices qu'on allait inviter, et de pouvoir leur proposer plein d'outils, leur proposer plein de trucs, et de leur laisser des cartes blanches assez régulièrement pour faire ce qu'ils voulaient, quoi. Ok, d'accord.
il y a un côté très familial en fait dans les projets de l'asso parce que les artistes c'était soit des copains qui sont devenus des artistes avec qui on a bossé, soit c'était des artistes qu'on connaissait pas qui sont devenus des copains. Il y a vraiment un truc, une relation assez proche avec les gens avec qui on travaille, quoi. Ok, cool. Et du coup, vous exposez aussi, vous éditez, de ce que j'ai pu Ouais. comprendre. Ouais. En fait, le projet au tout départ, on n'avait pas de lieu physique, on faisait tout à distance. Mhm. On a commencé à éditer des collections d'images et on a organisé des résidences d'artistes. Ça, c'était chouette. On a fait des résidences d'artistes dans un lieu d'architecture. Quand le projet a démarré à Besançon, on a trouvé un lieu qui s'appelle les Salines Royales d'Arquestan, qui est un lieu architectural complètement fou et dans lequel on a fait venir des artistes. On a fait venir Owen Davey la première année et puis Rémi Vincent la deuxième. Et l'idée c'était de les faire venir en résidence, en carte blanche, et ils avaient 3 semaines sur place où ils dormaient sur place, où ils ils étaient en immersion totale dans le lieu. Avec le but final, c'était d'imaginer une petite collection d'images qui allait être vendue dans le lieu. Ok. Donc là, effectivement, le terme maison prend encore plus son sens, quoi. Ah bah ouais. Bah Owen Davey, là, quand on l'a fait venir la première année, il comprenait même pas pourquoi il savait même pas si c'était vraiment une résidence de création, si c'était une commande. Il y avait un peu encore un truc un peu entre deux, mais qui lui a finalement bien plu. Et en fait, après, quand j'ai déménagé à Paris et que je me suis rendu compte que faire des collections d'images, c'était chouette, mais faire des collections d'images et faire des expos dans un lieu, c'était quand même encore mieux, parce que à l'époque, je venais de sortir une collection d'images en réalité augmentée qui s'appelle Piaf, que j'ai fait en collab avec un magazine d'illustration qui s'appelle Erratum. Et cette expo-là, en fait, on l'a fait tourner dans plein de galeries, dans plein de lieux, on l'a emmené dans des médiathèques, on l'a même amené au Kazakhstan, l'ambassade de France du Kazakhstan qui nous a invités à la présenter là-bas. Enfin, c'était fou. Et puis à la sortie de ça, je me suis dit que ça aurait été bien d'avoir un lieu où moi je pouvais faire mes expos quand je voulais, sans pression, en me disant bah voilà, le lieu, j'invite qui je veux, ça prend le format qu'on a envie que ça prenne. Il n'y a pas de contrainte que ce soit financièrement des choses hyper lourdes à porter. Donc on a un loyer à Paris, donc c'est quand même une charge assez contraignante, mais avec le shop et avec tout ce qu'on fait comme projet, ça nous permet d'avoir un cercle vertueux où tout se nourrit et c'est plutôt bien, quoi. Ouais, cool. Et du coup, comment tu choisis les personnes que tu vas exposer ou c'est par affinité graphique, j'imagine, ou comment ça se passe? Bah, il y a un peu de ça, mais pas que. Au début, évidemment, quand on a commencé, on a fait comme tout le monde, on a travaillé avec les potes. Ouais. Et après, en l'occurrence, Owen, c'était quelqu'un qu'on ne connaissait pas. Enfin, on suivait son travail, on était très fan de son travail, mais on le connaissait pas personnellement. Donc lui, on y a été au culot, carrément. Ah oui. Et en fait, ça a pris. C'est devenu quelqu'un avec qui on échange hyper régulièrement, qui est très cool, enfin, on est relativement potes. Et après, il y a eu un peu soit des copains qui nous ont présenté d'autres gens, soit des gens qui nous ont envoyé leur portfolio, soit des artistes qui sont passés à la galerie, soit des gens qu'on a rencontrés pendant des vernissages, pendant des festivals d'illustration. D'accord, ok. Et il y a des choses où l'avantage d'avoir un lieu comme le nôtre et d'avoir tous les outils de production sont en interne, c'est-à-dire qu'on a un traceur, une imprimante pigmentaire qui nous permet d'imprimer nous-mêmes nos posters. Ça nous permet de pouvoir prendre des risques sur les artistes, en fait, de tester quand on n'a pas besoin de tirer tout un stock chaque fois qu'on sort une nouvelle image. Ah oui. On peut se dire, bah vas-y, on teste cette image-là. Si ça prend pas, on leur a tiré que les 3-4 images qui servent à l'exposition en boutique. Et puis si ça marche, tant mieux. Et puis on écoule tout un stock. Et du coup, on a une vraie liberté de choix artistique et de direction dans ce sens-là. On n'a jamais, comme j'ai longtemps été tout seul à la tête du projet, j'ai jamais essayé de me dire il faut que je fasse tel type d'artiste pour que ça rentre dans tel. Ok. C'était plus des goûts personnels, quoi. C'était plus bah ouais, ça j'aime bien, ça c'est rigolo, machin. Ok. Et maintenant qu'on va être plusieurs dans le projet, on va pouvoir se challenger, se faire découvrir des artistes, ça va être encore mieux, quoi. Ouais, carrément. Et du coup, la grosse partie de ton travail sur ces derniers mois, c'était, j'imagine, du coup, le livre du voyage extraordinaire d'Axel.
Absolument. Ces derniers mois, avec beaucoup de S à moi. Ouais, c'est un projet que j'ai commencé il y a les toutes premières planches et les tout premiers gribouillages autour du projet, c'était en août 2018. Tu vois, Ah ouais, d'accord. Ça ça date remonte. un peu. Ouais. Ouais. Bon, après, c'est un projet que j'ai laissé de côté pendant longtemps et que j'ai commencé à reprendre vraiment très sérieusement à l'été 2019. Mhm. Et l'idée était de faire un documentaire un documentaire jeunesse. Euh, C'était un prétexte en fait pour faire de la vulgarisation scientifique sur plein de thématiques différentes, Ok. sur les fonds marins, sur l'espace, sur les animaux sauvages, etc. Et j'ai mis en fait deux petits protagonistes, Axel et sa copine Soon, et deux petits sidekicks animaux, un chat et un oiseau, Archimède et Zelda. Et en fait, l'idée, ça a été de me faire balader ces petits personnages dans plein d'univers et au hasard de leur rencontre, trouver des prétextes pour faire découvrir des anecdotes scientifiques aux enfants. D'accord. Et en fait, c'était l'idée, surtout depuis le départ, de faire un livre où j'utiliserais la réalité augmentée. Donc, le livre peut se lire sans téléphone, sans rien. C'est un livre où on apprend plein de choses. Mais il y a une partie en réalité augmentée qui nous permet d'aller découvrir d'autres choses dans le livre, d'aller chercher des petites choses qui sont cachées, de voir déjà tout s'anime. Ok. L'intégralité du livre s'anime. C'est-à-dire que le bouquin fait 52 pages et tout s'anime, de la couverture aux pages d'intercalaire, aux pages de garde. Il y a Ah ouais, tout qui s'anime. d'accord. Donc ça a été un gros taf, et ça a été un gros taf, ça a été plusieurs mois d'écriture, plusieurs mois de croquis et d'illustration, et après plusieurs mois d'animation, que je faisais évidemment à côté du freelance et à côté Évidemment. de l'AI. Yes. Et t'as inclus la contrainte de la réalité augmentée dès le départ, du coup, de ce que Ouais, ce que tu disais, ouais. ouais, il y avait vraiment l'idée de trouver une double narration, ou alors une continuité de narration dans chaque image, donc soit qu'il y a un truc rigolo qui apparaisse, soit que tu vois un truc très concret, genre il y a nos petits personnages vont dans l'univers de la ferme Mhm. à la campagne à un moment, et on découvre une moissonneuse batteuse, hein. Donc tout le monde ne sait pas exactement comment fonctionne une moissonneuse batteuse. Ben ça a été l'occasion dans le livre, la moissonneuse batteuse, on la voit juste avec tout son carénage, on la voit dans le champ, et quand on passe à l'application par-dessus, là on voit l'intérieur de la moissonneuse batteuse, donc Ok. on voit tous les épis de blé se faire passer dans les tambours, sur les tamis, les grains qui se séparent des tiges, les tiges qui... Ok, T'as d'accord. vraiment une seconde lecture. Ouais. Et les premiers retours que j'en ai là, parce que le bouquin est sorti il y a 2 semaines, c'est que ça a l'air de plaire aux gens. En tout cas, ce côté nouvelle lecture, ce côté... c'est pas un truc qui marche que avec un téléphone, faut pas obligatoirement avoir un téléphone dans la main, Ok. et puis le côté apprendre et chercher, c'est un truc qui me plaît beaucoup. Mon travail est très axé autour de la transmission et autour Mhm. du partage de savoir, donc c'est cool de voir que quand tu fais un projet qui sort vraiment des tripes, parce que c'est tout, pour le coup, j'ai été épaulé sur la deuxième partie du projet par un co-éditeur qui est venu sur le projet, qui s'occupait de la partie imprimée du livre, D'accord. donc qui m'a aidé à réaxer certains textes, à corriger certains trucs, mais sinon c'est un truc que j'ai vraiment sorti entièrement de moi et de mes envies, donc c'est cool de voir que ça plaît derrière et que t'as visé juste et que les gens comprennent ce que t'as voulu faire et qu'ils y prennent du plaisir, quoi. Ouais, ça doit être hyper gratifiant, ouais. Et puis d'avoir l'objet au final, Ah bah ouais, ça doit être ouf, quoi. ah c'est trop bien. Quand j'ai reçu la première, ils m'ont envoyé le bouquin une quinzaine de jours avant la sortie. J'ai eu le petit exemplaire et c'est trop bien. L'éditeur papier là, parce que du coup c'est une coédition, donc c'est ça que j'ai pas dit. Donc d'un côté c'est une maison d'édition jeunesse qui s'appelle Amatera, qui est basée à Lyon, qui est une super maison d'édition jeunesse, qui fait des super beaux livres, qui sont venus eux me chercher quand je postais des trucs sur Instagram. Mhm. Et vu que je connaissais déjà leurs bouquins et que je savais qu'ils faisaient à chaque fois des très beaux objets, j'ai foncé quand ils m'ont proposé de faire une coédition. Ok. Et donc l'autre partie du projet est portée par Maison Tangible, donc par l'assaut pour toute la partie numérique, l'application.
D'accord. Et le suivi de tout ça, quoi. Ça marche. Pour la faisabilité numérique du truc, quoi. Ok. Et tu penses que c'est important pour toi de garder une âme d'enfant un peu pour cette passion de la transmission? Bah, je pense que c'est... En fait, je pourrais même pas faire autrement. Ouais. Ouais, je suis moi particulièrement friand de documentaires, de revues scientifiques, d'apprendre des choses. En fait, il y a un truc où, que ce soit dans mon travail ou dans les choses qui gravitent autour de la culture générale, il y a un truc où j'ai un besoin d'apprendre des choses nouvelles, même des choses complètement inutiles, tu vois. Mais c'est un vrai plaisir perso d'apprendre des nouvelles choses et du coup, j'essaye, même sans le vouloir, en fait, je crois que c'est inconscient, je retransmets ça dans ma pratique quand c'est des projets personnels, quoi. D'accord. Ok. Et c'est important, ouais, il y a tellement d'aspects un peu chiants dans tout ce qui est la gestion du freelance, le commerce, tout ça. Donc ça permet un peu d'aérer l'esprit, j'imagine aussi, et de ce Ah côté-là. ben, clairement, ouais, il y a un truc c'est un de mes professeurs aux Beaux-Arts, Thomas Marchand, un mec qui est maintenant directeur de l'Atelier national de recherche typographique à Nancy, Mhm. qui est un éminent typographe français qui a un travail foufou. Et qui m'avait dit un jour à l'école que il fallait vraiment que je persiste tout au long de la carrière que j'allais embrasser, de faire des projets de recherche pour moi, de faire des projets perso, parce qu'en fait, c'est ces projets-là qui vont nourrir le travail de commande que tu fais derrière. Alors, c'est pas Ok. tout le temps évident, parce quand on est freelance, il y a des phases où on n'a pas le temps, Mm. mais il y a des choses que je m'oblige à faire le matin, par exemple, que ce soit à la maison ou quand j'arrive au bureau, de me bloquer une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure pour faire du dessin automatique, pour faire des choses random qui sont pas qui font pas partie des projets que j'ai en ce moment, D'accord. mais qui me permettent en fait de tester des choses et puis de nourrir un vocabulaire graphique que je vais après inconsciemment rejeter, enfin réinjecter dans mon travail de commande, quoi. Ok. D'accord. Et ça, t'essayes de le faire tous les matins, quoi, si t'arrives. Alors pendant l'année qui vient de s'écouler, ça a été un peu plus compliqué parce qu'en fait le matin je le passais en gros j'avais entre 3 et 5 heures par jour qui étaient monopolisées par l'écriture, l'illustration et l'animation du bouquin. Ok. Mais en temps normal, c'est bah là du coup maintenant que le bouquin est fini, c'est un truc que je reprends et que je m'oblige à faire. Et ça peut être des choses toutes bêtes, hein, ça peut être juste faire des croquis qui servent à rien. Mhm. Ça peut être là récemment j'ai sauté le pas de travailler sur Illustrator mais sur iPad, donc Ok. ça veut dire rapprendre une nouvelle pratique, rapprendre des nouvelles manières de travailler et Mm. c'est des choses si on prend pas le temps et si on s'oblige pas à le faire, en fait on n'a jamais de créneau pour le faire et du coup Ouais, c'est clair. on se perd un peu, quoi. C'est clair. Et du coup, ouais, t'as participé à toutes les étapes du process du livre. Donc, écriture, dessin, vecto, anime, tout, quoi. Ouais, absolument tout. J'ai même, comme au départ le projet, je devais l'autoproduire avec Maison Tangible. J'avais même moi de mon côté fait faire des maquettes en blanc chez l'imprimeur. J'avais cherché des papiers. J'avais fait des tests d'impression selon les tailles du livre que je voulais faire. Donc l'éditeur de son propre aveu m'a dit que j'avais été un peu relou en rigolant. Ok. Mais parce qu'en fait, je savais exactement ce que je voulais et puis je voulais pas transiger. J'ai cédé sur quelques petits points parce qu'il y avait des raisons, il y avait une réalité économique derrière sur le projet dont moi j'avais pas forcément conscience, Ok. mais j'ai vraiment été impliqué de l'embryon de l'idée jusqu'à la diffusion là, parce que à cause du Covid, la sortie en librairie a été décalée parce Ouais. qu'ils avaient peur que les libraires puissent pas mettre le bouquin en avant assez bien. Mais comme moi, j'avais des exemplaires à la galerie, j'ai pu faire le lancement une semaine avant à la galerie, donc j'ai fait de la promo avant, j'ai pu faire des ventes, Ah ouais, ok. j'ai envoyé moi-même les exemplaires de bouquins. Enfin, tu vois, il y a eu vraiment, ça a été une implication à 3000% dans le projet, quoi. Et est-ce qu'il y a une étape qui t'a le plus plu, où t'as découvert des choses que ce soit dans l'écriture ou dans l'anime, dans le dessin?
Bah, je pense que l'écriture, c'est la partie la plus cool, parce qu'en fait, Ouais. même si t'as un fil conducteur et là où tu sais un peu où tu veux aller, tu te laisses surprendre par plein de thématiques. Par exemple, sur l'espace, il y a plein de choses, d'anecdotes que je voulais aller raconter, et en fait, qui m'ont amené vers d'autres faits scientifiques, plein de, je sais pas, des choses toutes simples, genre un truc que je savais pas, il y a un astronaute américain, Alan Shepard, qui a eu l'occasion de jouer au golf sur la Lune. Tu vois, ça, c'est un truc que je savais pas, que j'ai découvert parce que je faisais des recherches sur l'émission Apollo. Ok. Et du coup, je trouve ça mortel. Je me suis dit, bah, il faut absolument que je fasse enfin, faire lire à un gamin de 6 ans le fait qu'il y a un mec sur Terre qui a été jouer au golf sur la Lune. Bah, je trouve ça mortel, quoi. Donc, en fait, tu te laisses porter, et du coup, dans l'écriture, là, il y a un truc vraiment, ça prend énormément de temps, et surtout centraliser tes recherches, retrouver tous les documents, croiser les sources pour être sûr que tu dis pas n'importe quoi, faire relire à des gens dont c'est un domaine d'expertise, c'est leur domaine d'expertise. Enfin, il y a un truc où, Ok. quand j'ai sorti le livre, on a envoyé des exemplaires à certains, à des journalistes scientifiques, à des influenceurs scientifiques, parce que ça existe. Ça existe. Et du coup, moi, j'avais peur que ils me disent, ah bah non, mec, tu dis ça, mais c'est absolument n'importe quoi. Et du coup, quand c'est sorti et que j'ai eu leur validation, je me suis fait, Ah c'est oui. bon. Ouais. Donc l'écriture, c'est vraiment cool. En plus, ça c'est pas je pense que c'est beaucoup plus dur quand c'est de la fiction, Mhm. parce que je pense pas avoir la fibre. Je suis pas un auteur d'histoire. Enfin, pas encore en tout cas, et je saurais pas trop faire. J'ai pas les clés des codes de narration, des codes de rythme de ça. Ok. Mais en tout cas, m'appuyer sur des faits historiques ou des faits scientifiques pour créer des images, avoir un prétexte, c'est un bon truc, je trouve. Puis ça permet surtout tu vois ce que je te disais, de te faire kiffer, en fait. Ouais. Tu racontes vraiment ce que tu as envie de raconter, quoi. Mm. Et ça, c'est cool, quoi. Et pour le coup, l'éditeur m'a vraiment super bien suivi là-dessus. Il y a pas un truc où il m'a dit, ah non, ça, on va pas en parler, ou non, j'aimerais bien que tu parles de ça. Et il m'a fait confiance à 100%, Ah quoi. ouais, cool. Carte blanche, quoi. Ouais, Ah, c'est un plaisir. ouais, c'est vraiment bien. Et du coup, moi, en tant que motion, j'ai l'habitude d'écrire des petits scripts pour des vidéos de 1 minute, 1 minute 30. Mais lors de l'écriture, j'imagine déjà le graphisme après, j'imagine déjà les transitions d'animation. Est-ce que pour toi, c'était pareil dans l'écriture du livre par rapport justement à la moissonneuse-batteuse? Est-ce que tu savais que tu allais faire ça par la suite comme ça? Ouais, exactement. Il y a dans mon doc d'écriture, j'avais vraiment mes 3 parties à chaque fois que, en gros, le bouquin, pour simplifier pour les gens qui l'ont pas vu ou qui l'ont pas dans la main, il y a 5 grandes parties, donc les fonds marins, l'espace, les animaux sauvages, la ferme et la vie du futur. Et à chaque fois, toutes ces Mhm. parties sont découpées en petites séquences, où chaque séquence correspond à une anecdote scientifique ou historique. Et D'accord. donc à chaque fois que j'écrivais une de ces anecdotes, eh ben j'avais une description exacte de ce qu'allait être ma case, comme on le ferait pour un scénario. Ok. J'avais toutes mes sources scientifiques ou techniques en dessous. J'avais le texte que j'allais mettre dans cette case, et j'avais ensuite le petit scénario de ce qui allait se passer en animation. Donc même pour l'éditeur, ça a été un moyen pour lui de se projeter assez vite en se disant, bah ok, Ouais. il sait que tel truc, il va se passer ça, et du coup il sait que bah là j'ai joué sur la surprise, là je vais jouer sur un truc rigolo qui va se passer dans la case, et c'est un bon moyen avant même de passer à l'illustration, de savoir exactement comment il faut construire une illustration pour être sûr de pouvoir l'animer correctement derrière. Ok, ok. Et est-ce que ton envie d'animer, elle est survenue suite aux possibilités qu'apportait la réalité augmentée ou rien à voir à ce niveau-là? Non, la réalité augmentée est venue un peu après. En fait, quand j'étais à Montréal, ça faisait 4-5 ans que j'étais en freelance, et je suis reparti en stage, hein. Ok. Et je suis tombé dans une agence qui n'existe plus maintenant, mais qui était à l'époque assez cool, et qui était une agence qui s'appelait Baya Cardel et Fils, et dans lequel j'ai appris le motion parce que ils avaient plein de projets différents d'installations numériques, ils faisaient autant des installations numériques où ils construisaient des objets physiques pour des expériences immersives, mais dans le même temps, ils allaient faire des motions pour présenter des festivals de musique, ou ils avaient vraiment plein de choses différentes. Donc j'avais
j'avais un peu plus voir le spectre de possibilités qui était possible de faire avec l'image animée. Ok. Et du coup, quand j'ai après découvert la réalité augmentée, je me suis dit ok, bah c'est bon, en fait, il y a un pont hyper facile entre ce que je suis capable de créer comme image et une manière de mettre en mouvement avec un téléphone entre les deux ou une tablette ou une expérience en tout cas utilisateur derrière qui est pas juste un film qu'on regarde, c'est vraiment un film dont on est acteur parce que selon qu'on avance ou pas le téléphone, selon qu'on se rapproche de l'image, on n'a pas la même expérience. Donc c'est assez chouette en fait de pouvoir avoir cette transversalité là, quoi. Ouais, c'est clair. Et tu crois que cette techno, elle va se démocratiser un peu dans l'édition ou c'est encore une niche pour l'instant? Non, en vrai, donc moi j'ai commencé à bosser sur des projets en RA. On a commencé en 2014-2015 et à l'époque les rares qui en faisaient en France, il y avait Étienne Mineur avec les éditions volumiques qui est un peu un des chefs de file du design interactif et des ponts qu'on peut faire entre l'imprimé et le digital, qui a essuyé pas mal des plâtres pour tout le monde en fait. Et à l'époque, la techno, c'était un enfer à mettre en place. C'était horrible. Enfin, il fallait. Le premier dev avec qui j'ai travaillé, lui, c'est qu'il a fini par se casser les dents. Il m'a dit, écoute, j'y arrive pas. Tiens, va voir eux. Ils ont l'air de bien savoir ce que c'est. Du coup, là, c'est là que j'ai rencontré le dev avec qui je bosse maintenant, Émeric Lambolet de Davy King Code. Et du coup, l'outil s'est vachement démocratisé. Tous les outils pour faire de la RA maintenant sont. Il y a Facebook qui a sorti Spark, leur moteur de réalité augmentée qui permet de faire des filtres Instagram, Facebook de manière hyper facile. Il y a Unity qui est un peu pour les gens qui connaissent l'environnement de création pour le jeu vidéo, les applications, qui a racheté Vuforia qui était le gros moteur de réalité augmentée. Okay. Donc en gros, tous les outils sont un peu simplifiés. C'est beaucoup plus facile de sortir une app de réalité augmentée en 2020, là où je te parle, que ça n'était il y a 4 ans. Il y a 4 ans, c'était la confo des... En fait, il faut comprendre que quand tu fais une application de réalité augmentée, ça s'adapte à chaque terminal mobile. Donc en fait, chaque terminal mobile a pas les mêmes... Donc c'est un peu comme l'équivalent, c'était les tout débuts du responsive design dans le web. Pour le web, enfin, ouais, okay. C'était vraiment l'enfer. Maintenant, ça te paraîtrait aberrant de pas faire un site responsive. Ouais. Bah voilà, là, maintenant c'est un peu ça. D'accord. Donc les outils deviennent grand public, il y a plein de gens qui commencent à développer des trucs et tant mieux parce que ça va se démocratiser. Nous, on n'a pas la prétention, et moi encore moins d'être le premier ni le meilleur dans ce truc-là, mais en tout cas, on a essayé de faire des projets et il y a plein d'acteurs du monde de l'illustration et de l'animation qui ont fait des projets autour de ça. Étienne Mineur, dont je te parlais, il y a Guillaume Hitt qui a fait plein de trucs hyper rigolos avec ça, il a bossé sur le carnaval de Bordeaux en faisant des masques en réalité augmentée avec les enfants. Il y a Julie Stéphane Cheng et Thomas Ponce qui font plein de super beaux projets avec de la réalité augmentée aussi. En fait, il y a autant de manières de faire de la réalité augmentée qu'il y a d'auteurs, en fait, et d'autrices. En fait, il y a plein de... Ouais, d'accord. Là, récemment, j'ai commencé à faire de la réalité augmentée, ça met avec une dimension encore plus immersive, parce que c'était sur des fresques murales que je peignais, donc c'était sur des très grands formats. Et ça, c'est chambé, parce que du coup, ça apporte encore une autre expérience de lecture et d'exposition, donc ça, c'est super cool, ça va continuer l'année prochaine. Donc je pense que la techno va encore plus se démocratiser. Je pense qu'elle se démocratisera jamais aussi fort que la VR s'est démocratisée, parce que la VR, il y a vraiment l'aspect jeu vidéo qui est hyper importante et puis qui amène surtout des enjeux financiers colossaux pour pousser la techno dans ses derniers retranchements. Mais après, il y a tu vois, Apple a sorti son ARKit, donc son petit moteur de réalité augmentée intégré, en essayant de bousculer un petit peu la concurrence. Ils ont fait beaucoup de bien. Yes. Petit à petit, là, il y a ce qu'on appelle le Web AR qui arrive tout doucement, donc qui va permettre de plus avoir à télécharger une application. Tu vas pouvoir y aller directement depuis un portail web. Donc là, ça va être encore autre chose et ça va être super cool. Mais là, pour le coup, c'est encore les balbutiements. Donc je pense pas que ça va... Je pense que c'est voué à continuer. Il faut juste
avec toute nouvelle techno qui se démocratise, il y a évidemment la part de trucs intéressants dans l'utilisation de cette techno va diminuer parce qu'en fait, il va y avoir beaucoup de PLV de magasins, de cartes de visite random un peu nulles qui vont être animées en réalité augmentée. Mais tant mieux, parce que ça va permettre à plein de gens de découvrir ce truc-là puis de manipuler cette techno-là. Et dans le même temps, tu vas avoir des artistes qui vont se challenger sur de la réalité augmentée interactive, sur des objets à manipuler, pousser vraiment une narration et un aspect ludique et pédagogique beaucoup plus intéressant que juste une carte de visite qui bouge, quoi. Ok, donc c'est un peu la responsabilité à nous créatifs de faire vivre un peu cette techno et de proposer des trucs qui sortent un peu plus du commun à chaque fois, quoi. Bah ouais, c'est ça, en fait, c'est comme n'importe quel outil. Je pense qu'il y a, quand Photoshop est sorti, au début c'était pour faire de la retouche d'image, très vite c'est devenu un outil de création complètement hallucinant avec des vrais artistes numériques qui ont sorti des trucs que je pense que même les créateurs de Photoshop s'attendaient pas à ce que les gens s'emparent de l'outil comme ça, quoi. Et tu vois, encore Adobe, j'ai pas de part chez eux, hein, mais ils ont avec leur outil là qu'ils ont sorti avec Aero qui permet de faire de la réalité augmentée exact, ouais. en WYSIWYG, donc vraiment de voir directement ce que tu fais. Tous les outils se démocratisent tellement vite que je pense que ça va durer encore un petit moment. Et puis surtout, il va y avoir tu vois, il y a des applications du quotidien qui sont finalement bien pensées. Tu vois, genre Ikea a sorti une application de réalité augmentée où ça scanne l'intérieur de chez toi, ça prend les bonnes mesures et du coup tu peux voir à échelle 1 les meubles de chez eux. C'est le grand capital et la consommation à outrance. Mais l'application elle est intéressante parce que du coup si tu transposes ça à un objet de savoir ou un objet culturel, il y a un truc super cool à imaginer. Tu vois, par exemple, je sais pas, je dis n'importe quoi, tu bosses avec un musée qui travaille sur l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, tu peux imaginer voir la taille d'un char d'assaut de la Deuxième Guerre mondiale à échelle 1 devant toi avec ton téléphone pour te rendre compte de l'outil. Il y a plein de trucs super cool. Il y a plein d'applications à imaginer. Ouais, il y a plein de trucs super chouettes à penser avec cet outil-là, quoi. Et toi, du coup, tu nous as fait comprendre que tu agissais que sur la partie graphisme de cette techno et que tu travaillais du coup avec un développeur à côté. Ouais. Oui, non, il y a un moment dans ma vie, j'ai arrêté de me dire que j'aurais été capable de tout faire. Je vois tellement Édric, dont c'est le métier et qui est même spécialisé dans la VR et dans la réalité augmentée. Je vois déjà lui, comme il en bave. Je me dis, non, laisse tomber, moi, j'aurais pas la patience pour, parce que c'est bien beau, en fait, d'avoir c'est travailler le noyau et la faisabilité de l'app, ça marche bien, mais c'est après dans le déploiement sur les différents terminaux mobiles, là c'est l'enfer parce que tu te rends compte que sur l'iPhone 6S par rapport à l'iPhone 6, il y a un truc qui fait que ça marche pas, donc il faut tout réencoder différemment. Voilà, je laisse ça aux professionnels. Le parcours du combattant, quoi, infini. Ah ouais, c'est incroyable, c'est incroyable. Et du coup, est-ce qu'il y a beaucoup d'échanges à avoir avec cette personne pour définir comment tu veux que ça réagisse ou c'est assez fluide comme process à ce niveau-là? Maintenant, c'est assez fluide. Au début, on a pas mal fait d'aller-retour, on a pas mal tatillonné. Surtout maintenant, on sait un des trucs crucial dans la réalité augmentée, c'est d'être sûr que ton marqueur, donc l'image qui va être reconnue dans le monde réel, elle soit bien détectée par le moteur de réalité augmentée. Mais en fait, toutes les images sont pas bien détectables. D'accord. Et en fait, il faut construire l'image de manière à ce qu'il y ait plein de petits points de repère pour que la caméra et le moteur de réalité augmentée puissent aller se fixer dessus. Okay. Et donc ça, c'est des choses qu'on savait, mais dont on ignorait l'importance au départ. Ouais, c'est ça. Et au fur et à mesure, on sait, par exemple, maintenant, quand je travaille parce que du coup, ça m'arrive de travailler pour faire des applications de réalité augmentée pour d'autres créatifs. Et en l'occurrence, je sais les guider maintenant pour leur dire, voilà, là, ton image, clairement, elle est trop symétrique, ou alors il n'y a pas assez de détails là, ou pas assez de détails là, qui font que ça va pas bien se caler dessus. Donc, ton image, soit elle va trembler, soit elle va pas être reconnue du tout. D'accord. Donc ça, maintenant, c'est des outils qu'on maîtrise. Hein. La chaîne de création, la chaîne de production, au début, on la maîtrise un peu plus, donc ça, c'est bien. Donc ça impacte quand même directement le graphisme derrière, quoi. Il faut que tu penses
à penser à certaines règles, du coup. Ouais, c'est ça. Donc il y a des styles d'illus qui s'y prêtent beaucoup plus, parce que des illustrations en gravure, par exemple, ça va être beaucoup plus facile, parce qu'il y a plein de points, c'est très contrasté, il y a plein de points sur lesquels on peut s'accrocher. Ok. Du flat, un peu comme moi, ce que je fais, il faut déjà un peu plus travailler sur faire des tests pour être sûr que ça marche bien, quoi. Ok. D'ailleurs, il y a Graffeur, le même qui nous demande, qui nous dit qu'effectivement, tu es resté dans la vague du flat design. Est-ce que à un moment, tu t'es pas demandé si tu devais changer de style? On en a parlé un petit peu avec l'ami Jérémy Claise, qui a aussi un podcast, je sais pas si tu connais, qui s'appelle Sens Créatif, qui traite pas mal de ces problèmes-là. Et en fait, je crois que inconsciemment, en fait, je cherche pas à avoir un style ou un autre. En fait, je teste des trucs. Okay. J'ai travaillé avec des formes géométriques et des aplats de couleurs parce qu'au tout départ, j'avais pas confiance en mon dessin à la main. Okay. Donc c'était plus facile de me cacher derrière ces trucs-là. Et puis au final, maintenant, je réintègre des formes un peu moins géométriques et un peu plus souples dans mes illustrations, et parce que je redessine toujours beaucoup à côté, et du coup c'est pas mon style il évolue, je fais des tests, je vais un peu à droite à gauche, je teste des choses, depuis quelques années maintenant. Je me suis fixé une palette de couleurs que j'essaye de ne pas faire déborder à chaque projet, comme ça me permet d'avoir un cadre, d'avoir des contraintes de création. Ok, ouais. Et du coup, j'adapte un peu la palette de ce que je sais faire, mais je cherche pas à me dire, tiens, il faut que je fasse tel type de style parce que ça va marcher. D'accord. Je me doute que les choses en aplat de couleurs, il y a un moment où ça va lasser les gens, et c'est déjà le cas. Mais tant que ça m'empêche pas de trouver du travail, pour l'instant, je fais ce que je sais faire et ça me va très bien. Okay. Et il nous demande aussi, est-ce que tu as un agent? J'ai un agent, ouais. J'ai un agent, tout à fait. Un agent qui est venu me chercher il y a 2 ans, un peu plus de 2 ans, qui s'appelle Les Illus. Okay. Qui a un chouette portfolio en plus, parce que dans les artistes qu'il représente, il a des artistes que moi je suivais quand j'étais étudiant, des gens comme Jérémy Ville, le collectif des Jean-Claude, enfin des gens spéciaux. Il y a plein de gens dont j'aimais beaucoup le travail. Donc quand il m'a proposé de venir dans son pool d'artistes, j'ai évidemment accepté. Okay. Après, j'ai souvent ces discussions avec les autres créatifs que je rencontre. C'est pas une finalité en soi d'avoir un agent. Il y a des gens qui ont des agents et qui travaillent pas beaucoup avec leur agent. Il y a des gens qui n'ont pas besoin d'agent, qui n'ont pas d'agent et qui ont beaucoup de travail. Mm-hmm. Il faut pas à tout prix faire un portfolio pour dire il faut que je trouve un agent. C'est pas. Ouais, okay. Un agent à l'étranger, c'est différent, parce que lui, il a des contacts que toi tu peux pas forcément avoir à l'étranger. Puis une manière il connaît, par exemple, je sais pas si tu vas démarcher un agent anglais ou américain, il va connaître beaucoup mieux la réalité du marché, donc il va pouvoir t'aiguiller sur ces trucs-là. Mm-hmm. Mais dans les pays francophones, enfin surtout en France, en Belgique, il n'y a pas forcément, t'as pas besoin d'avoir un agent pour avoir du travail. Okay. Mais c'est cool quand t'en as, parce que du coup il t'accompagne sur des projets que toi t'aurais pas pu forcément aller chercher, des budgets beaucoup plus conséquents généralement sur des projets, des projets qui sont, t'as pas des gros budgets toutes les 3 semaines, hein. Mm-hmm. T'as 1 ou 2 fois dans l'année où il peut te proposer un gros budget, parce que lui il a l'habitude de travailler avec des grosses agences de publicité ou des gens qui viennent te chercher pour ce que tu fais toi. Donc en plus, d'accord, ouais. C'est ça qui est bien, quoi. Ouais. D'où l'importance aussi d'avoir un style propre et une palette reconnaissable, j'imagine aussi. En tout cas de montrer des projets pour lesquels tu aurais envie qu'on t'appelle. Ouais. C'est surtout ça en fait qui est important. Moi, je reçois beaucoup de demandes de stages et de portfolios d'artistes pour la galerie, et je vois très vite les gens qui savent ce qu'ils veulent faire dans la vie, parce que je préfère avoir un portfolio avec 2 projets, ouais, qui sont hyper bien faits et qui sont cohérents et qui fonctionnent bien, plutôt que 30 projets où ça part dans tous les sens, où il y a un peu de photomontage, un peu de dilu en flat, un peu d'aquarelle, un peu de tout ça. Okay. C'est avoir un tout petit peu de cohérence et surtout de montrer ce que t'as envie de faire, quoi.
Ouais, carrément. Et du coup, concernant tes envies, justement, est-ce qu'il y aura une suite au voyage extraordinaire d'Axel? Est-ce que c'est déjà dans les petits Ah, papiers? secret. Secret. Non, je sais pas du tout encore. Pour l'instant, ça m'a pris tellement de temps que je sais pas où ça va me mener. Mhm. C'est sûr que maintenant que j'ai fait un livre, j'ai envie d'en faire plein. Ouais, Ça, c'est une certitude. Après, là, j'ai un très très gros projet qui arrive un autre projet de peinture murale en réalité augmentée, d'accord. qui va me prendre énormément de temps. Donc je vais me concentrer déjà sur les projets qui arrivent et puis ouais, l'écriture d'un bouquin, pourquoi pas, peut-être trouver un autre format ou trouver mais en tout cas jouer avec de la réalité augmentée et jouer avec de l'imprimé, c'est sûr que ça va continuer. Ok. Et on peut savoir où elle sera, du coup, ce Ah, projet de mural? Ou c'est secret? pour l'instant, j'ai pas trop le droit d'en parler, Ok, mais, ok. mais ça va, c'est un projet sur le long terme qui va sortir en avril-mai prochain. Donc tu vois, ça commence dès maintenant, mais Ok, ça va être sur le long terme. Mais je vais en parler au fur et à mesure sur mes réseaux sociaux. ça marche. Donc je laisse pas beaucoup de mystère. C'est juste que tant que j'ai pas signé Ouais, ok, tant que j'ai pas signé mon contrat, je me lance pas dans ces choses-là. ça marche. Et à part ça, d'autres petits projets qui vont arriver prochainement? Bah ouais, toujours plein de petits projets à côté. Là, on va changer un petit peu la formule du lieu, enfin de maison tangible. On va faire un peu moins d'expos et on va recentrer un peu les sorties qu'on fait sur des projets plus concentrés. Ok. On va sortir des capsules, enfin des petites collections capsules où on va faire moins de print, mais on va inviter des artistes à chaque fois, un artiste ou une artiste ou un collectif Mhm. à imaginer une ou deux images et des objets graphiques, donc D'accord. des jeux, des jouets, de l'imprimé textile, enfin des choses comme ça. Ok, cool. Donc ça va arriver courant 2021 si on n'est plus confiné. Ouais. On Et croise les doigts. ouais. Et non, et puis du coup plein de petits projets à côté. J'ai plein de petits projets de recherche que j'ai envie de faire, de l'objet en bois, faire un jeu. J'ai un jeu de 7 familles que j'ai envie de faire en réalité augmentée depuis Ah, plusieurs yes. mois. Il faut Ok. juste trouver les bonnes formules et puis voir ce que ça dit. Yes, cool. Bah, on a hâte de voir tout ça. Bah ouais, écoute. On a hâte de voir ce que nous réserve 2021 surtout. Ouais, c'est clair, c'est clair. Est-ce que tu aurais envie de nous partager une œuvre récente ou ancienne qui t'a un petit peu inspiré ou fait réfléchir ou donné des inspirations Alors c'est pas récent, mais il y a. Je suis retombé récemment dans les bouquins de Chris Ware, qui est un auteur de bande dessinée américain, qui est un peu le pape de la nouvelle génération des auteurs de BD de ces dernières années. Ok, Et je me suis replongé un peu dans ces bouquins, et là j'ai commandé une monographie de son taf qui devrait pas tarder à arriver. ok, cool. Et autant en termes de narration qu'en termes de compo, qu'en termes de couleurs, en termes de... Lui aussi, c'est un bel autiste qui essaie d'être présent à chaque étape du processus de création de ses bouquins. Il a sorti des bouquins complètement différents de ce qu'on a l'habitude de voir. Il y a un ouvrage qui s'appelle Building Stories, où c'est un coffret avec plein de petites BD de plein de formats différents à l'intérieur qui racontent Ok, plein d'histoires qui se passent dans un immeuble. C'est un mec qui est hyper inspirant parce que son taf il est hyper prolifique. Tu peux lire le bouquin 10 fois, tu vas pas lire les mêmes choses. Enfin, donc s'il y a une reco de cadeau de Noël à faire, il faut s'offrir du Chris Ware, c'est vraiment bien. Chris Ware, ça marche. Bah écoute, on notera ça dans la description si jamais. Faut pas hésiter. Une petite question récurrente dans le podcast, c'est du coup, quel est ton apéro favori? Ah, alors, mon vrai apéro, j'ai le droit de faire la publicité pour une marque d'alcool. Écoute, Allez, moi je viens du Haut-Doubs, dans Franche-Comté. ok. Donc on a un apéro qui vient de là-bas et qui est tout à fait obligatoire à la consommation, qui s'appelle le Pontarlier, qui est un apéritif anisé,
qui est, Ok. qui est entre, pour faire grosso modo, c'est entre de l'absinthe et du pastis. Ah yes. Ok. Et c'est bien meilleur que le pastis, évidemment. Tu t'en doutes bien. Bien Donc sûr. je le bois que ça. Je me drogue à ça. Maintenant que j'habite Paris, je suis heureux de retourner chez mes parents pour faire le stock de cet alcool. Ah, c'est ça. Mais Ça se trouve que là-bas? on en trouve à Paris, mais à des prix délirants. Donc, je préfère faire la réserve quand je rentre chez mes parents. C'est clair. Dernière petite question, est-ce que il y a une personne que tu aimerais voir dans le modcast à l'avenir en particulier? Et ben, tu vois, on en parlait tout à l'heure. Pourquoi pas un mec comme Thomas Ponce qui vient du monde de l'animation, mais qui fait aussi de la peinture, de l'illustration. Il fait plein de choses super chouettes. Il a un petit projet de boucle d'animation qui s'appelle Endless Chronicles sur Instagram. Mhm. Et lui, c'est un mec qui est hyper cool parce qu'il est pédagogue, il parle super bien de son travail et de la manière de transmettre les choses. Et c'est un bon gaillard, c'est un bon mec. Donc lui, je pense qu'il va vous apprendre plein de trucs si vous voulez venir. Ok, cool. Bah écoute, c'est noté de notre côté. Où est-ce qu'on peut te retrouver du coup sur les réseaux? T'as un réseau favori ou... Sur Instagram, soit sur mon compte Aurélien Janès, soit sur mon compte Gilles. Et puis je suis très actif sur Twitter aussi. Hein. C'est plutôt Ok. là que je passe mon temps. Ça marche. Et, c'est là que si vous voulez me poser des questions, je réponds facilement. Ok, ça roule. Bah écoute, merci beaucoup. C'était un réel plaisir de t'avoir Eh aujourd'hui. ben écoute, merci encore. Courage à tous ceux qui sont encore déprimés par le confinement, ça va bientôt être terminé. Ouais. Et puis soutenez les artistes et les petits commerces pour Noël. Ça va leur faire du bien. Yes, exact. Ça, c'est un beau message, effectivement. Merci bien. Eh ben écoute, merci à toi pour l'invitation. Merci d'avoir accepté surtout. C'est un grand plaisir. Allez, à très vite. Salut. Ciao. Salut. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode du Modcast, on espère que ça vous a plu. Un grand merci à tous ceux qui nous soutiennent et particulièrement à Tristan Le Panier qui a composé la musique de ce podcast. Je vous invite à aller le suivre sur son SoundCloud, Tristan-Le Panier, pour découvrir toute l'étendue de ses talents. Merci encore à notre invité de nous avoir donné de son temps pour cet épisode et pour toutes les infos qu'il nous a partagées. N'oubliez pas d'aller le suivre sur ses réseaux. Quant à nous, retrouvez les Apéros Motion Design sur Facebook @ApéroMotionDesign, sur Instagram @ApéroMotionDesign et sur Twitter @ApéroMotion. Sur ce, je vous dis à bientôt et restez attentifs pour découvrir de nouveaux quotidiens et parcours de créatifs dans un nouvel épisode du Modcast. Ciao ciao!